Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le live spécial 1954, dans le live spécial Voyage dans le temps, Chaos, Voyage dans le temps. Et aujourd'hui, c'est un live rempli de barbus, que des testostérones, que des hommes, aucune femme. Et je ne suis pas donc tout seul, je suis en compagnie de Romain. Salut à toi Romain. Bonsoir. Tu vas encore nous présenter ta petite chronique du jour, ouais. Chronique du jour. Je suis également en compagnie de Damien. Salut à toi Damien. Salut. Si tu peux vite fait te présenter, parce que c'est la première fois que tu arrives, que tu es avec nous. Bon. Écoute, fan de Godzilla, et sinon, je lis des mangas, je regarde des animés, je suis un otaku, quoi. Dans le sens strictement européen du terme. Très européen, on est d'accord. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hein, je crois. Ah si, j'ai intégré le groupe Jap Culture la semaine dernière, je pense. Tout à fait. Voilà, voilà, c'est tout en fait. Très bien. Je suis aussi donc avec Florian. Salut à toi Florian. Salam mes frères, salam. Présente-toi. Bon, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, c'est surtout, je suis sur Jap Culture, Flemme m'a amené, mais... Et puis bon, je suis surtout fan de vieux films japonais. Écoute, et justement, tu vas nous en parler tout à l'heure. Et je suis en compagnie de Valentin, Psychose plus précisément. Salut à toi Psychose. Salut tout le monde. Vous avez l'habitude de le voir avec nous, il est très souvent là. Donc, ce soir est un live Chaos remonte dans le temps spécial année 1954. Et que s'est-il passé durant cette période ? Eh bien, il s'est passé pas mal de choses, notamment en termes d'actualité. Et j'ai envie de commencer par toi, Romain. Est-ce que tu peux nous faire la présentation donc, de la création explique-nous ce qui s'est passé durant cette époque. Ouais, j'ai essayé de faire court cette fois-ci, pas comme la dernière fois. Donc en 1954, on a la création des Jieitai en japonais, ou pour ceux qui comprennent pas le japonais, c'est les forces d'autodéfense japonaises, ou SDF en anglais, Self-Defense Forces. SDF, c'est plus drôle à dire. C'est plus drôle à dire. Bonjour, vous avez une petite pièce, c'est ça? En plus, au départ, c'est un peu ça, ouais. Donc voilà, la création des Jieitai le 1er juillet 1954. Pour ceux qui aiment un peu le japonais, ils remarqueront qu'on retrouve le suffixe, le tai, donc unité, groupe d'hommes, et JA, je suppose que c'est autodéfense, quelque chose comme ça. Avant d'en venir à la création propre de la Jieitai, je vais faire un peu de contexte, comme d'habitude. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, même si j'espère que c'est les 4 personnes, que le Japon a été vaincu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle n'a plus vraiment d'armée, et qu'elle est occupée par les Américains. Les Américains mettent en place une nouvelle constitution, avec notamment l'article 9 de la Constitution. Si on pouvait, je vais vous le lire, si on peut l'afficher en même temps, comme ça les gens pourront le lire aussi. Est-ce qu'on peut avoir le texte que j'avais ? T'en fais pas. Donc, comme l'article dit, c'est aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes ou autres potentiels de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu. Donc techniquement, cet article 9 bannit le droit de faire de la guerre, interdit au Japon le droit de faire la guerre, et même juste d'avoir une armée, d'avoir des forces militaires capables d'envahir ses voisins. Ils l'ont quand même fait durant quelques décennies avant.
donc c'est cet article 9 qui, strictement appliqué, empêche tout à fait la fondation d'une armée normalement. Donc ça, c'est avec la constitution mise en place par les Américains au début de l'occupation. En 1952, on a le traité de paix avec les Américains, et en 1953, donc, on a eu une élection générale, dont je parlais il y a 2-3 semaines, qui a été remportée par les conservateurs. Ne pas oublier aussi, concernant le contexte, que c'est l'époque de la guerre froide, et que la guerre de Corée s'est terminée en 1953 aussi, en 1953. Donc les tensions dans la région, les tensions militaires sont très fortes, tant à cause de la guerre froide qu'à cause de la guerre de Corée. Donc les conservateurs au pouvoir, eux, veulent réviser un peu la Constitution, d'abord parce qu'elle n'est pas d'origine japonaise, il y a en plus le fait que c'est les Américains qui l'ont rédigée, donc c'est pas tout à fait adapté à l'esprit japonais. Et aussi, ils voudraient notamment réviser l'article 9, voire le supprimer, pour restaurer la souveraineté japonaise. Sauf que les conservateurs ne vont pas pouvoir modifier la Constitution, puisque les progressistes, donc la gauche, s'y opposent, en quelque sorte, notamment parce que la gauche, les progressistes, sont très anti-américains et très anti-impérialistes, et donc ils ne veulent surtout pas d'une armée japonaise qui pourrait recommencer à envahir ses voisins. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Ensuite, la création des GI. Là encore, je vais revenir un peu dans le passé, puisque il y a la création officielle en 1954, le 1er juillet, mais il y a tout ce qui a précédé la création en elle-même. Donc en 1950, il y a la création d'une National Police Reserve de 75 000 hommes, qui sert en fait à pallier le départ d'une partie des soldats américains qui vont se battre en Corée. La guerre de Corée, c'est 1950-1953. Donc en 1950, comme beaucoup de soldats américains quittent le territoire, les Japonais, en coopération avec les Américains, mettent en place une réserve de police nationale pour suppléer l'absence des soldats américains. En 1952, les Américains quittent l'île et les Japonais vont étendre cette National Police Reserve pour qu'elle soit plus grande et plus adaptée à la situation. Et enfin, en 1954, donc nous arrivons à la date qui nous intéresse, les Japonais modifient légèrement l'interprétation qu'ils ont de l'article 9 et partent du principe que certes, ils ne font pas la guerre, ils n'ont pas vraiment de forces armées, mais ils mettent en place une force capable de les défendre, donc pour se défendre d'agressions extérieures. Donc ils transforment la National Police Reserve en plusieurs unités, en ce qui va devenir la Self-Defense Forces, donc les GI, qui compte 250 000 hommes et qui est composé de 3 branches, donc la marine, l'armée de terre et l'aviation. L'armée de terre et l'aviation, c'est très embryonnaire, surtout que 250 000 hommes, c'est rien, en termes d'hommes, c'est pas grand-chose. Mais est-ce que... Alors, je poserai une question à la fin, vas-y, termine. Vas-y. Je poserai une question à la fin. Sachant que donc cette Self-Defense Forces est sous l'autorité d'une Self-Defense Agency, donc ce qui pourrait être un ministère de la Défense, mais ne l'est pas complètement. C'est une agence de la Défense. Initialement, les conservateurs auraient bien aimé créer un véritable ministère de la Défense, sauf que les progressistes refusent, donc ça ne se fait pas. Autre point à noter sur les GI, c'est qu'ils sont sous un strict contrôle civil. Et ça va durer très longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça va durer très longtemps. Les GI ne font jamais rien de leur propre initiative. Ils sont toujours sous le contrôle du pouvoir civil, qui les surveille très étroitement, justement pour éviter de se retrouver encore avec des colonels japonais qui partent envahir la Chine, ce qui est arrivé avant la Seconde Guerre mondiale. Oui. La guerre du crabe en plus, on l'avait appelé la guerre du crabe, je crois. Entre autres, ouais. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la création. Les GI la GI est soumise très étroitement au pouvoir civil. Et pendant très longtemps, la GI en fait va agir plutôt comme une auxiliaire, comme auxiliaire des forces de police locales, notamment quand il y a des tsunamis, des tremblements de terre. Les GI viennent en quelque sorte faire des opérations humanitaires pour aider à reconstruire le pays, secourir les victimes. Ça a un peu changé depuis 15-20 ans, voire le Japon s'est quand même bien réarmé pour faire face à la situation qui a changé. Et puis, en plus, on a maintenant comme Premier ministre japonais un certain Shinzo Abe, peut-être que certains connaissent,
qui lui veut carrément réviser, voire supprimer l'article 9. Il est bien parti pour y arriver d'ailleurs. Il a convoqué des élections générales pour le week-end prochain, enfin le week-end qui arrive. Il devrait avoir encore des élections à diète. Il devrait réussir à avoir une majorité parlementaire et ça devrait lui permettre de changer cet article. Donc c'est pour faire face à la menace de la Corée du Nord et puis pas mal de la Chine aussi. Sachant que si le Japon change cet article, ils ont aussi les moyens d'avoir la bombe atomique. Ils ont déjà la technologie pour, soit dit en passant. Et donc voilà pour la création des Jietai. Au départ, c'est vraiment quelque chose d'assez pauvre. 250 000 hommes, je disais, c'est rien du tout. Quand on sait que les Allemands ont pété un câble, quand on leur a imposé une armée de 100 000 hommes, 250 000, c'est pas beaucoup. Ouais. Voilà, et vraiment strictement contrôlé par le pouvoir civil et qui a surtout fait de l'humanitaire pendant un bout de temps. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi. C'était toujours aussi riche en découvertes. Et moi, justement, je voudrais. Après, on va faire un petit tour de table. J'aurais d'abord une petite question. Justement, donc, cette armée qui ne fait que 250 000, mais elle est regroupée vraiment dans les plus grandes villes ou c'est vraiment réparti sur tout le territoire japonais, même dans les plus petites villes? Comme toutes les armées, on la trouve pas partout. Elle est sur ses bases. Après, ça, je sais pas exactement, surtout que j'ai pas pris le temps de faire des recherches là-dessus. Mais généralement, les armées sont cantonnées à un certain nombre de casernes. C'est comme les Américains. D'ailleurs, les Américains avaient encore des bases militaires au Japon, mais ils n'étaient pas partout. Ils ont quelques bases, et les Japonais, c'est pareil. Ils ont des bases situées à des endroits clés. En fait, ce qui intéresse l'armée, c'est quand même de pouvoir se déplacer rapidement. Donc, ils trouvent des bases, qu'ils mettent des bases aux endroits clés pour pouvoir ensuite accéder très vite aux points cruciaux du pays. Donc, on peut la trouver près de Tokyo, effectivement. Pas forcément dans Tokyo, mais près de Tokyo. Et puis, au point névralgique de communication du pays. Très bien. Vous avez des questions? On va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez des questions, toi, Florian? Non, pas spécialement. Toi, Damien, est-ce que tu as un truc à dire? Est-ce que tu aurais une question à poser? J'ai une correction à apporter. Les élections, c'est ce dimanche. Genre ce week-end-là. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé, probablement. Ouais, sans doute, ouais. C'est pas très grave. Voilà. Il affronte une autre personne qui vient à la base du même parti, plus ou moins conservateur, qui a les mêmes idées que lui. Non, ouais, c'est la maire de Tokyo, du parti Komeito, si je dis pas de conneries. Et en gros, la seule différence avec Abe, c'est qu'elle veut en finir avec le nucléaire, sûrement pour se mettre dans la poche une partie de la gauche, mais il y a peu de chances que ça arrive. Et puis ensuite, les élections risquent d'être perturbées parce qu'il y a un typhon qui est en train de se diriger sur le Japon depuis environ 48 heures, ce qui veut dire que dimanche, ils vont être sous la flotte, et donc la participation risque d'être pas super haute en termes de législatif. Très bien. Je pense qu'on va quand même suivre ça de près. Je ferai un petit truc aussi pour développer, pour détailler le parti gagnant. Et toi, Valentin, as-tu une question? As-tu quelque chose à dire? Toute petite question, c'était juste une précision en fait. Est-ce que cette armée est principalement pour la défense ou elle peut également attaquer, sachant qu'ils n'avaient pas le droit dû aux Américains? Alors, en 1954, clairement, ils n'ont pas le droit de sortir du territoire. C'est surtout qu'en plus, les progressistes ont encore beaucoup d'influence à l'époque. Ils font tout pour que la Jietai ne sorte pas du territoire. Et d'ailleurs, les forces d'autodéfense japonaises n'en sont pas sorties pendant très longtemps. Aujourd'hui encore, elles n'en sortent quasiment pas. On n'a jamais eu de casque bleu japonais, ou très peu, parce que les soldats japonais ne sortent pas du territoire pour que ce ne soit pas considéré comme une agression. Maintenant, ils sont un peu plus souples avec, mais même aujourd'hui, ils en sortent très peu. Parce qu'il y a toujours cet article 9 qui est quand même assez sévère et qui interdit de faire la guerre, qui interdit même d'utiliser la force dans les relations internationales. Donc l'usage de l'armée dans les relations internationales leur est techniquement interdit. Bon, ils s'arrangent pour la contourner quand ils veulent, mais c'est pas très souvent. Et à l'époque, c'était pas du tout. Et de toute façon, durant cette période où ils n'avaient pas de force armée, ils ont subi des attaques internes au Japon. J'en parlerai notamment dans les années 60, car en 67, si je dis pas de bêtises, il y a eu un terrible attentat que le Japon a été victime. Mais sinon, ils n'ont pas été réellement victimes d'attaques externes pour
Donc en gros, ça leur a pas énormément dérangé d'avoir juste de la défense, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que, comme je disais, il faut pas oublier qu'on est au beau milieu de la guerre froide. Ouais. Donc d'abord, les Américains les ont laissés se réarmer pour pas avoir à s'en occuper eux. Ils ont aussi laissé les Japonais faire un peu comme ils voulaient pour pas que le Japon se parte en mode anti-américain et on vire les Américains du coin, voire on se tourne vers l'URSS. Et donc les Américains se sont montrés très conciliants, y compris avec le réarmement japonais, d'abord pour disposer de bases locales et aussi pour pas se retrouver comme des cons au milieu de Japonais qui veulent les virer. C'est surtout que cette guerre, c'était une guerre de territoire, de celui qui a la plus grosse et lui qui gagne. Et faisant en sorte que tout le monde montre que le Japon, que l'Amérique, c'est le plus beau pays, que c'est les meilleurs, quoi. Et justement, il y a un manga qui parle de ça. C'est Mishima Boy qui parle justement d'un jeune étudiant qui veut vivre le rêve américain, qui en a marre du Japon, de cette période-là très stricte, très réservée, et qui rêve de vivre donc le rêve américain. Arrivé en Amérique, c'est pas du tout le cas. Entre séquestration, revente d'alcool, de drogue et d'êtres humains, il va voir que le rêve américain n'est pas si beau. Merci encore à toi, Romain, de cette introduction, de cette présentation. Toujours un réel plaisir. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire. Maintenant, je vais passer donc à la présentation de manga, car nous sommes quand même une émission qui parle de mangaka. Et aujourd'hui, je vais parler de Eiichi Fukui. Vous le connaissez pas, il n'est pas très connu, et pourtant au Japon, c'est sûrement la deuxième étoile montante du manga. C'est un mangaka qui a bien vécu, mais il a super bien vécu, mais dans les dernières années de sa vie. En effet, tout était décidé pour qu'il devienne un grand mangaka. Il s'est fait de suite reconnaître. Il a été de suite donc animateur pour une chaîne de télévision. Nihon, je sais plus quoi. J'ai oublié le nom. Et de suite, il s'était lancé dans l'animation japonaise. Il a surtout fait plusieurs séries, mais hélas, en 1953, un problème survint donc dans sa maison d'édition. Elle fait faillite, elle ferme complètement, et il doit donc trouver une autre édition. Il change donc de partenaire, et à ce moment-là, il rencontre un autre auteur du nom de Osamu Tezuka. Vous le connaissez, tout le monde le connaît, c'est The Papa, c'est le best. Et à partir de là, une amitié naît entre ces deux personnages. À la fois une amitié, mais plus une rivalité. Ils étaient tous les deux inséparables. À chaque fois qu'il y en avait un qui faisait un truc, l'autre devait faire mieux. Ou alors vice-versa. C'était vraiment une rivalité. Ils étaient tout le temps ensemble, au restaurant, autour d'une bière, autour justement des planches de dessin. Ils faisaient tout ensemble. Et un jour, Eiichi Fukui, alors qu'il était chef de projet pour un futur long métrage d'animation, l'un des premiers longs métrages japonais, d'animation japonaise, il fait la rencontre d'un jeune adolescent. Ce jeune adolescent, à peu près d'une quinzaine d'années, n'avait pas vraiment pas de talent, je veux dire, mais pour lui, il voulait juste découvrir ce que c'était que l'animation. Il connaissait bien Tezuka, mais il voulait un peu plus découvrir sur justement cette magie de faire un mouvement avec un dessin. Il rencontre donc Eiichi Fukui qui lui apprend les bases. Il lui explique comment faire une animation. Et en voyant ce jeune adolescent, il a trouvé sa voie. Ça y est, il veut devenir réalisateur de films d'animation. Hélas, en 1954, Eiichi Fukui décède. Il décède sur justement l'un de ses projets. Une histoire qui parlait de la maltraitance, de l'épuisement au travail, car Eiichi Fukui est décédé après avoir fini sa première planche de manga. Faut se dire que à l'époque, travailler, les Japonais ne faisaient que ça. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a une certaine liberté, je vais dire, de travail. On peut, il y a récemment plus, si je me souviens bien, une femme qui est décédée justement à cause de ça. Et Eiichi Fukui est l'un des premiers auteurs qui meurt pour avoir dessiné. Parce qu'il travaillait trop, il ne dormait plus, il ne mangeait quasiment plus, il est mort de fatigue. Et Osamu Tezuka, après l'annonce de ce décès, était en larmes et a donc a dit aux médias qu'il était très triste, qu'il avait non seulement perdu un rival, mais il avait surtout perdu un ami, et que le manga, surtout l'animation japonaise, s'il est encore vivant, il y aurait un essor fulgurant.
Et en parlant d'animation japonaise, le jeune adolescent dont je vous ai raconté il y a quelques instants, qui a rencontré Eiji Fukui, qui rêvait donc de devenir réalisateur, a fait plusieurs années plus tard, 20 ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises, un film d'animation sur justement l'œuvre qui a causé la mort de ce personnage, de cet auteur. Et ce fut les débuts de Hayao Miyazaki. Miyazaki a démarré en découvrant cet auteur, Eiji Fukui. Son nom, il le doit à cet auteur décédé. Voilà, ça c'était pour la petite introduction donc de cet auteur. Il a fait plusieurs séries, hélas, il n'y en a qu'une seule qui est comme qui est uniquement en France, qui est uniquement éditée en France. Et encore, elle est très dure à avoir. Petit tour de table. Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, est-ce que vous souhaitez le découvrir? Je commence par toi, Damien. Ouais, je connais pas du tout. Est-ce que justement, si une édition française, une nouvelle édition arriverait, est-ce que tu serais prêt à te l'acquérir? Est-ce que tu as envie de te le prendre? Ça dépend de quoi ça parle en fait, parce que après, si c'est un truc qui m'intéresse pas, bon. Après, il faut se dire aussi qu'il a fait surtout beaucoup de séries de sport. Goku. Sport, ouais, et j'aime pas spécialement sport, mais bon. C'est vrai que pour l'époque, c'était un sujet intéressant parce qu'il y avait toute une omerta autour du sport dans la culture japonaise après l'invasion américaine, on va dire. Le baseball, mais surtout les arts martiaux, en fait, parce qu'ils étaient interdits de pratiquer. Et on en parle un peu dans Rainbow, d'ailleurs. Oui. Toi, Florian, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu aurais envie de découvrir? Je connaissais vite fait de nom comme le rival de Tezuka, mais j'ai jamais lu d'œuvre. Pour Cove, en France... on n'en a pas eu. Mais si un jour on trouve, clairement, j'en achèterais, ne serait-ce que pour m'intéresser au début du manga. Je ferai pareil. C'est sûr que je le connais pareil de nom. J'ai vu de fait 2-3 planches de ce qu'il dessinait, de ce qu'il faisait. C'est sûr que c'est très difficile d'acquérir. Après, c'est les dessins. Tom, tu as montré les planches. C'est des vieux dessins. Toi, Valentin, est-ce que tu connaissais? Est-ce que si tu ne connaissais, est-ce que tu ne connais pas? Est-ce que tu serais prêt à te l'acquérir? Moi, je connais pas, mais après, si c'est du niveau de Tezuka et que l'histoire m'intéresse, ça pourrait effectivement me tenter. Parce que on sait tous que Tezuka, il fait des choses énormes. Et si c'était son rival, c'est qu'il aurait fait des choses énormes également. Toi, Romain? Alors, je ne connaissais pas du tout. Mais bon, c'est pas très surprenant parce que autant j'en connais un bout sur l'histoire, autant les mangas, c'est moins mon domaine. Ça pourrait m'intéresser. Le problème, c'est que j'ai juste pas la place chez moi. C'est sûr que toi, c'est plus compliqué pour toi. Voilà. Voilà. Encore une fois, si tu avais la place, est-ce que tu serais prêt à te Peut-être, je sais pas. Il faudrait que je vois quel serait le thème du livre en question. Parce que moi, j'achète beaucoup. Enfin, ça m'arrive d'acheter des livres, mais c'est pas un coup de tête. Mais je préfère voir avant ce qu'il y a dedans un peu et avant de le prendre. Très bien. Sauf les livres, j'ai tendance à les conserver. Donc, ça se conserve très bien en plus, les livres. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si ça vous a plu et si vous souhaitez donc vous l'acquérir aussi. Je tiens juste à préciser que je vois pas les commentaires directement, donc si Valentin ou si Tom vous les voyez, n'hésitez pas à me dire s'il y a un commentaire qui serait intéressant à répondre, d'accord? Oui, pas de problème. Ok. Maintenant, on va passer. Toi, Florian, tu souhaites parler d'un film. Lequel? Présente-nous. Je vais vous parler du Grand Nom de la Montagne. Le Grand Nom de la Montagne, très bien. Bon, c'est pas un film très connu, hein. C'est de Miko Natsuru. Pour info, on reste dans les rivales, c'était un de Dovo. Il faisait des films dramatiques sur la société japonaise. Ça partait de la classe ouvrière, tout ça, de la condition de la femme. Enfin, si quelqu'un a vu du OVO, c'est un peu dans le même. De là de tête, ça ne me parle pas. Oui, OVO est connu, donc. On est que le Grand Nom de la Montagne, déjà, pour le trouver en France, bonne chance. Hein. Faut aller dans des festivals de cinéma pour le trouver en VO sous-titré. Bon. Après, l'histoire,
L'histoire, ça parle de quoi déjà? Faut que je m'en souvienne. Si tu parles dessus, tu te souviens plus de l'histoire, ça va être un peu plus compliqué. Ah, comme j'ai dit, ça C'est parle déjà d'une femme mariée qui vit toujours chez ses parents, mais qui travaille dans une entreprise dirigée par son père. Donc, d'accord. Les rapports entre les 4 personnes sont compliqués, comment dire, le film va être surtout centré sur les rapports entre personnes. Faut pas s'attendre à d'action. Voilà, non, il y aura pas d'action du tout. C'est du blabla, c'est du blabla. C'est surtout un drame presque adapté d'un roman, tout ça que j'ai pas lu, mais qui est plus facile à trouver le roman que le film, à mon avis. Très bien. Eh bien, écoutez. Après, ouais. S'il y en a qui le connaissent, je peux pas trop. Et toi, il t'avait plu quand tu l'as vu, il t'a plu? Oui, c'est celui-là qui m'a fait découvrir le cinéaste. Justement, j'étais allé dans un festival j'ai passé 3 films de lui, et dont Le Grondement de la montagne. Il y avait aussi Le Repas et Nuages flottants, mais ça, Nuages flottants, c'est de 1955. Et les deux, Le Repas et Nuages flottants, sont plus faciles d'accès. Petit tour de table, est-ce que toi, Romain, est-ce que tu connaissais ce film? Est-ce que tu auras envie de le voir? Alors, je connaissais, entre guillemets, parce que quelqu'un a posté sur Jap Culture quelque chose dessus il y a quelques jours. Donc, j'ai lu 2-3 trucs dessus. Bon, avant, je le connaissais pas. Je pense que je vais essayer de le trouver, si j'arrive à le trouver, enfin, sur Internet ou même en DVD. Mais bon, je peut-être pas. Mais je vais voir si j'arrive à le trouver ou pas. Ça peut m'intéresser, ouais. Surtout que je pense que tu as eu ça, Flamme, mais moi j'aime bien tout ce qui est nœud au cerveau et discussion philosophique. Donc voilà. Donc ça peut m'intéresser. Il y a Florian qui veut dire un truc, vas-y, dis. Mais est-ce que tu maîtrises l'anglais? L'anglais, j'en bouffe tous les jours, ça t'inquiète pas. Et le DVD est disponible, mais avec des sous-titres qu'en anglais. C'est pas un problème, je traduis du Reuters tous les jours et je lis des bouquins d'histoire japonaise en anglais. Tu peux le trouver, mais il faut le faire venir en import, c'est de l'import. D'accord. Très bien. Toi, Damien, est-ce que tu le connaissais? Est-ce que tu auras envie de le découvrir si tu ne le connais pas? Naruse, je le connaissais de nom parce que forcément, quand des gens parlent de Ozu, ils balancent Naruse dans la foulée. Mais j'avoue avoir vu aucun de ces films. D'ailleurs, j'ai pas vu un seul film d'Ozu non plus. Mais ça a l'air plutôt intéressant, surtout que après c'est un sujet qui est typiquement japonais, on va dire, même si ça peut se rapprocher. Ça peut être intéressant aussi, ça peut avoir le coup, surtout c'est un peu drôle sur les bords. Si malgré tout ça raconte quelque chose et qu'il y a un fond avec un sujet qui est un poil sérieux, ça peut valoir le coup. Très bien. Ça peut être sympa. Bon, après, c'est un peu du cinéma d'auteur, quoi. C'est ça. C'est ce que je pense aussi. C'est pas chiant, c'est pas du Godard. Hein. Ah oui, Godard, bon, c'est pas chiant. Ça dépend quelle période de Godard. On parle pas d'adieu au langage, là, ça suffit. Oui, non, mais Pierrot le fou, oui, tu peux le voir facilement, mais adieu au langage. Voilà. S'il vous plaît, c'est une très belle référence. J'approuve, mais voilà pour ça. Toi, Val? Moi, je connaissais pas et je suis assez intéressé aux vieux films, mais si j'ai le temps, parce qu'en ce moment, c'est pas trop le cas. Moi, personnellement, pareil, je connaissais. Non, en fait, j'ai beau fouiller dans ma conscience et je le connaissais pas. Et j'aime aussi les vieux films. Et franchement, c'est l'époque de l'année des 7 samouraïs et c'est un film où j'ai envie de, pourquoi pas, de le découvrir. Et en parlant des 7 samouraïs, toi, Valentin, tu comptes en parler? Effectivement. Ah, t'as vu l'introduction de... Et donc, je vous demande de faire un minimum de bruit. Tom, tu peux mettre donc un petit extrait des 7 samouraïs, si tu peux le mettre maintenant, d'accord? Allez. Plus aucun mot. À de suite.
生き残ったな。残るは13機。これは全部フライで。Cette petite introduction, cette petite présentation donc des plus grands chefs-d'œuvre de la cinématographie japonaise, et je te laisse te le présenter, Valentin. Alors, ce sera pas très consistant, mais donc le film Les 7 Samouraïs, qui est un film de Akira Kurosawa, bien sûr sorti en 1954, qu'on peut trouver très très facilement en streaming un peu partout, en sous-titré. Alors, ce film, il nous raconte l'histoire d'un petit village japonais troublé par les attaques répétées d'une bande de pillards. Et 7 samouraïs sont recrutés, ils n'ont pas de maître et acceptent de défendre les paysans impuissants. Alors le titre japonais c'est Shi Nin no Samurai. Ayant un budget de 2 millions de dollars, le tournage était très difficile dû à beaucoup d'événements, d'intempéries et de problèmes avec les animaux, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux dans le film, je sais pour ceux qui l'ont vu. Mais malgré tout, la presse lui donne une note de 4,6 sur 5, ce qui n'est pas le cas des téléspectateurs qui, eux, lui attribuent un 2 sur 5. Moi, personnellement, je vais noter sur 10, parce que sur 5, c'est trop petit, je mettrai un 7. Et donc, après cette légère explication, pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce qu'il vous intéresse? Eh ben, t'as volé ma question. Je commence par toi, Damien. Est-ce que tu as vu donc ce film? Ouais, je l'ai vu, bien sûr. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps en plus. Florian nous a ramené le DVD. J'ai dû le voir en début d'année. Je l'avais emprunté à la médiathèque parce que il fallait bien commencer par un Kurosawa et puis je me suis dit, bon, allez, on va partir par celui-là. Et finalement, j'ai pas regardé celui-là en premier. J'ai regardé Château de l'Araignée, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, les 7 samouraïs, c'est incroyable, quoi. C'est un film, c'est vraiment génial. Pour moi, ça vaut pas un 7, ça vaut clairement un 10, mais en termes de mise en scène, de scénario, d'intensité, même les cadrages sont ultra modernes en fait pour un film qui date de 54, c'est totalement fou. Et je pense clairement que c'est pas juste un film qui a révolutionné le cinéma japonais, mais le cinéma tout court, qui a inspiré énormément de gens. Bon, forcément, il y a eu son remake en version western, qui est très bien d'ailleurs, qui est très sympa, les 7 mercenaires, mais forcément. Kurosawa et les Shidaigeki en général ont beaucoup inspiré le cinéma américain et Hollywood a clairement pompé sur Kurosawa sur masse de trucs. En italien surtout, ça a influencé. Les films spaghetti, tu veux dire? Oui, c'est western italien. Oui, c'est un spaghetti, oui, bien sûr. Mais c'était pas tous des westerns. Les 7 mercenaires, c'est pas un western spaghetti, si je dis pas de conneries. Ça date d'avant cette époque-là. Mais du coup, effectivement, c'est. 60. Mais oui, les 7 samouraïs, le seul problème, c'est que c'est un Kurosawa, et du coup, comme tous les Kurosawa qui se respectent, ça dure 3 heures, quoi. Donc. C'est bon, 3 heures. C'est bon. Ouais, alors. T'as le temps, quoi. Parce qu'il y a des gens, en 1h30, déjà, c'est. Là, il y a Romain qui se sent visé. T'as Romain qui s'est dit, ah, tiens, 3 heures, c'est dans mes habitudes. Non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. 193 minutes. 193 minutes, c'est beau. Et encore, on a la version la plus longue, elle fait plus de 200 minutes. Oh, putain! J'ai vu la version complète restaurée, elle est incroyable. Enfin, c'est un film qui est super émouvant, les acteurs sont excellents. Mifune, que je découvrais sur ce film-là, est totalement dingue et il joue son rôle à la perfection de personnage qui a rien à perdre, mais en même temps qui est un peu idiot et d'avoir beaucoup de bonne volonté. C'est vraiment c'est fou. C'est totalement fou, les 7 samouraïs. C'est vraiment un film à voir et ça doit être vu au moins une fois dans sa vie avant de crever parce que tu peux pas passer à côté, quoi. Pour savoir, est-ce que Romain doit-il crever ou non? Est-ce que tu l'as vu? Alors non, je n'ai pas vu. Enfin, j'ai vu des adaptations. Il faut que je le voie. J'ai vu ça, c'est sûr. Il faut que je le voie, notamment pour regarder, parce que si je me trompe pas, les 7 samouraïs, c'est un peu la période des Tokugawa. Enfin, quand il y a plus vraiment. Enfin, c'est après la Sengoku Jidai. 1843, si je dis pas de conneries, l'époque se déroule. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'ère Tokugawa, donc bien après la Sengoku Jidai. Ouais. Donc il y a toute la thématique des guerriers japonais qui savent plus quoi faire. Ils ont même quasiment plus le droit de porter les sabres pour certains. Et il y a toutes les thématiques historiques qui vont avec, politiques de l'époque. Ça m'intéresse énormément.
Je suis moins axé cinéma, moi je suis drogué d'histoire, si vous l'avez pas encore compris. Je pense que c'est visible. Mais voilà, enfin voir comment le cinéma traite de l'histoire et les problématiques de l'époque, ça m'intéresse énormément. Donc ce film, il faut que je le voie. J'ai pas encore eu le temps et il va falloir que je m'y attelle. Après, il faut se dire que quand même, comme le disait Damien, c'est un film où, vous vous rendez compte, il date de 54. Même si on n'est pas dans le contexte donc de cette semaine voyage dans le temps, on continue à en parler, on continue à rendre public ce film, à le diffuser. Ils ont encore fait une adaptation il y a quelques années là, des 7 mercenaires. Des 7 mercenaires, ouais, ils l'ont ressorti. Mais ils ont l'an dernier ou l'année d'avant. Ouais, enfin ils ont encore repris l'adaptation des 7 samouraïs, c'est la même histoire finalement. Techniquement c'est la même histoire, mais c'est beaucoup moins bien. Il y a Florian qui souhaiterait parler, vas-y, dis. Non, mais j'ai dit, en fait, ils vont faire un remake d'un remake déjà. Oui, voilà. Oui, parce qu'il a eu le droit, je sais que les 7 samouraïs, donc 54, ensuite il a eu le droit à une sorte de remake, mais en mieux fait avec les moyens, donc en remasterisé en 62. Et là, maintenant, on a le droit avec une excellente qualité. Et moi, justement, comme le dit Damien, je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est l'un des piliers des films de la cinématographie japonaise. C'est excellent, les textes sont travaillés, sont réfléchis, les acteurs, les acteurs, j'ai rien à dire. Quoique, il y a beaucoup de films de japonais où j'avais un peu du mal avec leur jeu d'acteurs. Je trouve que là, justement, dans les 7 samouraïs, les acteurs sont excellents. Et c'est vrai qu'ils sont forts pour retracer des périodes historiques, ils sont forts pour parler du social. Ils sont pas très forts pour parler, dans les films, à parler des invasions aliens, de parler des trucs par-ci par-là. Ils sont forts pour être dans du social, dans de l'historique, pour faire des films vraiment intelligents. Et là, vraiment, j'ai rien à dire. Et même, comme tu dis, le cadrage, la façon dont est placé les caméramans, les acteurs et autres, c'est du pur génie. Et c'est en plus révolutionné. Toi, Florian, je sais que tu es grand fan des vieux films. Qu'est-ce que tu as pensé du tout? Non, du tout. Moustique, désolé, excusez-moi. J'ai pas eu. Vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de 7 samouraïs? Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais. C'est pour moi juste le film le plus abouti de 1954. C'est vraiment qui mélange. Mais de toute façon, Kurosawa, de façon générale, dirige les acteurs plus comme on a l'habitude de voir d'un japonais ordinaire. Il suffit de voir un OVO. Tu verras, c'est pas la même direction d'acteur qu'un Kurosawa qui est plus proche de l'Occident en termes de direction d'acteur. Oui. Je pense que si tu as vu les 7 samouraïs, bien sûr. Et qui a sorti un autre film de 3 heures. S'il aime les films de 3 heures. Rien dans les doigts, s'il y en a qui s'intéressent. C'est lequel? C'est Kagemusha, l'ombre du guerrier, qui dure 2h30. Qui avait eu la Palme d'Or au Festival de Cannes il y a quelques années. Les années 80, celui-là, je crois. Ouais, tout à fait. Il date de 80 tout court, je crois même. Ou de il y a aussi Ran dans cette période. Il y a eu Ran, il y a Yojimbo. Tous les Jidaigeki sont assez longs en fait chez Kurosawa. Il n'y a pas beaucoup de films courts chez Kuro. Il y a des cours. Étonnamment, j'en ai découvert. Comment ils s'appellent les cours? Mais c'est pas des Jidaigeki. Le château de l'araignée est pas super long, effectivement. Il faut se dire quand même que les 3 heures, parce que je ne savais pas qu'il y avait une version de 200 heures. Moi, la version que j'ai vue, elle faisait 2h50. 200 minutes, pardon. C'est ce que tu as dit. 200 heures, je crois qu'on serait 200 heures, ça va loin, le film, putain. Je prends ma semaine. Non, ce que je veux dire, 200 minutes. Non, parce que le film que j'ai vu, il faisait 2h50, si je dis pas de bêtises. Et franchement, je les ai pas vus passer. Il y a plusieurs versions des samouraïs. Tu as une version courte, tu as une version longue et tu as celle-là de 2h50 et quelques. Là. Nous, on a celle de 2h50. Voilà. Et franchement, moi, j'ai purement adoré. Dites-le aussi dans les commentaires si vous l'avez vu. Est-ce que vous en avez pensé? D'ailleurs, Romain, Valentin, est-ce que tu vois les commentaires? Est-ce que y a-t-il des commentaires? Tout à l'heure, j'ai regardé, il n'y en avait pas. Là, il y a juste des bonjours, quoi, entre guillemets. Donc, bonjour à vous. Grand monde. Et tiens, juste tu me laisses la parole à rajouter quelque chose. Oui. C'est que donc, parce que je sais plus qui c'est qui avait demandé, je crois que c'était Romain. C'était l'Air Sengoku en fin 16e de 1.
Et de deux, j'ai oublié aussi de parler de la séquence musicale que j'avais donnée à Tom. Une musiques qui m'a donné des petits frissons, qui m'a excité un petit peu dans ce film, donc je te laisse la mettre si tu peux. Oui, bien sûr, on se tait quelques instants. Vas-y Tom. Vas-y, Valentin, présente-nous cette petite. Pourquoi est-ce que cette séquence musicale t'a donné. Tu as autant kiffé cette séquence? J'ai envie de dire, il suffit de l'écouter pour comprendre. C'est sûr. Et remettre juste les images du film avec, on comprend tout de suite pourquoi cette musique en plus elle va tellement bien avec la scène où elle est placée, quoi. Tu sens la puissance, enfin peut-être pas la puissance, mais l'épicness et le courage des samouraïs, quoi. C'est les mecs, les sept gars là, ils ont réussi à défendre un village avec des paysans qui ne savaient juste que récupérer le blé dans leur champ, quoi, et leur riz. Donc avec leur bambou là taillé, ils arrivent à se défendre contre des soldats surarmés. C'est impressionnant. Très impressionnant. Donc voilà. Je pense qu'on en a dit beaucoup sur les 7 samouraïs. Encore une fois, un excellent film à voir et à revoir. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre et on va continuer à en reparler, donc des futures œuvres, mais pour les prochaines années. En parlant, donc voilà, encore une deuxième pardon, excuse-moi, je refais, pardon. Cette samouraï est l'un des plus grands chefs-d'œuvre qui a su, on va dire, faire évoluer le cinéma. Maintenant, on va parler d'une créature. Et ça, cette créature, vous la connaissez tous. C'est Godzilla. Et Godzilla, elle a fait aussi sa petite révolution en termes de films, de séries d'animation, de jouets, de commerce. Il a tout fait. Et ça, c'est toi Damien, qui le présente. Vas-y, laisse-nous te le présenter. Godzilla. Alors, en fait, Godzilla, c'est un monument du cinéma, c'est une saga, c'est un personnage, mais c'est aussi un plagiat, en fait, un peu. Parce que Godzilla, techniquement, c'est pas le premier film de monstre qui a utilisé ce concept-là. Le premier film, c'est Le Monstre des Profondeurs de Émile Loubet, qui est du coup un réalisateur franco-russe qui avait fait un film aux États-Unis qui parlait d'un monstre réveillé par des essais nucléaires. Et Godzilla, c'est exactement la même chose. C'est Ishiro Honda qui débarque un jour sur un plateau qui fait et si on faisait la même chose que les Américains, mais au Japon? Et ils ont fait exactement la même chose, sauf que ils n'avaient pas Harryhausen avec eux. Harryhausen, c'est donc un maître de l'animation stop motion image par image qui a révolutionné le cinéma des effets spéciaux dans les années 50 et qui est responsable de plein de choses et qui a notamment servi de maître pour Phil Tippett qui devait faire à la base des effets spéciaux de Jurassic Park mais qui a été remplacé par la CGI. Et c'est un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, les Japonais, pour pallier le manque de technique, ont remplacé le fait de faire de la stop motion avec un kigurumi. Donc en fait, ils avaient une personne qui se déguisait en monstre. Et du coup, nous avons... Sur une grande maquette, sur une maquette de ville de Tokyo à échelle réduite. Les gens faisaient des miniatures de villes et faisaient porter un costume à quelqu'un qui s'appelait Haruo Nakajima à l'époque, qui est mort cette année d'ailleurs. Il est mort à plus de 90 ans, je pense. C'était en août. Et il a joué dans quand même plus de 20 films dans le costume de Godzilla. Et c'est incroyable, quoi. Enfin, Godzilla, pour faire simple, disons qu'au début c'était un truc super sérieux, plutôt dramatique même, parce que en fait l'histoire de Godzilla, c'est l'histoire d'un Japon traumatisé par les essais nucléaires et plus ou moins forcé des Américains en mode on va tester les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ça a l'air bien comme idée. Donc voilà, il découvre un peu les horreurs des radiations, les Hibakusha, et au milieu de ça, il
il y a Ishiro Honda qui fait son film qui sort en 54, et le Japon est encore très marqué par ce qui s'est passé pendant la guerre, et ils sont encore sous une forme de, pas de pudeur, mais oui, il y a presque une forme de tabou autour de ce qui se passe, autour des radiations d'Hiroshima. On découvre à peine les effets de ce que faisaient ces choses-là sur les gens qui ont été touchés, parce que finalement les premiers cancers commencent à apparaître et c'était pas juste des brûlures, quoi. Et du coup, c'est clairement ce film est quasiment une attaque à charge envers les États-Unis, qui étaient clairement responsables. D'ailleurs, il faut savoir que le premier film de Godzilla, sorti en 54, dont on est en train de parler, a deux versions. Donc en fait, il y a une version où le film est totalement japonais, avec des acteurs qui sont tous japonais, et il y a une version qui a été refaite par les Américains, voilà, où ils rajoutent un acteur qui est journaliste, qui sert à rien, en fait, parce que du coup j'ai vu les deux versions et franchement ça apporte que dalle. Mais du coup ça efface un peu le côté très anti-américaniste du truc, parce que pour le coup effectivement c'est beaucoup moins à charge envers les Américains, parce que là les Américains viennent carrément aider les Japonais en mode hey, on est des sauveurs encore une fois, quoi. Sauf que c'est pas du tout le cas. Au final c'est quand même pas lui qui s'occupe de la créature, mais bon. Et du coup, donc Godzilla, c'est un monstre, c'est un dinosaure qui a été réveillé par des essais nucléaires alors qu'il était tranquille au fond de sa fosse abyssale dans l'océan, qui commence à attaquer une île. Et au début, en fait, c'est vraiment montré comme un film de monstre d'horreur, pas comme un film catastrophe. Et plus on avance, plus on commence à se rendre compte de ce qu'est la créature. Et les gens disent oui, c'est un dinosaure, oui, il vient du Jurassique. Et c'est intéressant de voir l'évolution d'ailleurs de comment le monde scientifique a vu les dinosaures évoluer dans le temps et leur représentation dans le paysage, pas vidéoludique, mais oui, dans le paysage imagé, dans l'imaginaire collectif des gens, quoi. C'est-à-dire qu'à une époque, on croyait encore que les brontosaures étaient carnivores. Enfin, et du coup, Godzilla qui débarque là sur son île, qui commence à écraser les gens, et forcément ça fait peur. Mais ça c'est que le début, parce qu'après il se met à attaquer Tokyo, et là c'est autre chose. Et le final des radiations, c'est le souffle atomique, donc qui lui permet de détruire cette scène était villes vraiment entières. Ouais, alors la scène, ils mettent vraiment le feu aux installations, d'ailleurs, parce que du coup, ce que je trouve terrible pour les maquettistes, c'est que les films de Godzilla, il y en a eu 31, donc il y en a eu 29 par les Japonais et 2 par les Américains. Et le truc, c'est que quand c'est des maquettes, parce que les Américains n'ont pas de maquettes, mais quand c'est des maquettes, faut les détruire en fait. Donc il y a un travail titanesque de reconstruction de villes entières pour être réduit en bouillie au bout de 2 heures. C'est ça. C'est d'un côté terrible, tu te sens triste pour le mec qui a fait tout ce boulot-là, mais en même temps, c'est tellement jouissif de voir toute cette destruction. Et en même temps, il devait être forcément payé à ça, quoi. Donc, oui, bien sûr. Et en fait, cet été, j'ai parlé avec le mec qui faisait les costumes de Godzilla parce qu'il était invité à Japan Expo. Ouais. Et c'est assez génial d'ailleurs. C'est un vieux bonhomme qui s'appelle Keizo Murase. Et du coup, il a bossé sur une dizaine de films Godzilla. Et il disait que oui, en fait, ça se passait pas toujours comme on le pensait et qu'il avait dû faire beaucoup de modifications sur le costume au fur et à mesure du temps parce que le costume pesait très lourd en fait. À l'époque, Godzilla, il pesait entre 80 et 120 kilos, je crois. Donc pour un monstre de plus pour un monstre de plus de 15 mètres de haut, 80 kilos, il est pas très gros. Voilà. Alors techniquement, il fait 46 mètres à la base. 46 mètres. Il a changé. Il fait 46 mètres de haut, mais Godzilla, c'est comme ses 31 films, il a énormément évolué avec le temps. Au début, c'est un monstre. Après, c'est l'ami des enfants. Puis il redevient un monstre. Puis là, maintenant, c'est devenu une créature absolument terrible. Le dernier film en date de l'an dernier, il s'appelle Shin Godzilla. Il est réalisé par le réalisateur d'Evangelion. C'est assez dingue. C'est un des meilleurs films qui est jamais sorti cette année-là, d'ailleurs. Et cette fois-ci, il fait 120 mètres.
Donc il est beaucoup plus gros. Et il fait beaucoup plus peur aussi. C'est ça. Il grossit un peu, quoi. Et il évolue aussi, mais bon, faut voir le film pour le comprendre. Parce que je sais qu'il a une série télévisée de Godzilla où à un moment il a eu des ailes. Si je dis pas de conneries, à un moment il pouvait voler. Il s'est battu contre une sorte de papillon. Alors, il se bat contre un papillon. Alors, le truc, c'est que la saga Godzilla, c'est pas juste un monstre, c'est des dizaines de monstres. Parce qu'au début, c'est Godzilla qui écrase des gens, et après, c'est Godzilla qui tape des monstres géants. Donc, c'est le kaiju, c'est la création du kaiju Eiga, en fait. Donc, le combat de monstres, qui est une figure majeure du genre tokusatsu. Et du coup, le deuxième monstre à apparaître dans les sagas de la Toho, c'est Anguirus, qui est une sorte de... on va dire un stégosaure avec des pics qui se roule en boule et qui écrase Godzilla. Et qui apparaît dans le film américain de 2014, si je dis pas de conneries. En 2014, ils ont ressorti Godzilla, une sorte de... En 2014, ils ont ressorti Godzilla, mais pour le coup, les monstres qu'ils ont créés en 2014, c'était les Muto. Et les Muto ont été créés spécialement pour le film. Ils sont pas trop dégueux d'ailleurs, pour des trucs américains. Mais pour le coup, les personnages les plus emblématiques de la saga, c'est Godzilla, Mothra, du coup, donc la mythe, la mythe géante, qui du coup est un monstre, mais qui est un monstre gentil, qui évolue, parce qu'à la base, la Mothra, c'est une larve, et puis on la voit en cocon, et ensuite on la voit en papillon géant de nuit, qui du coup défend l'humanité contre Godzilla. Donc, effectivement, Godzilla n'a pas eu d'ailes, mais il a eu des ennemis ailés. Il y a eu Ghidorah aussi, qui a un dragon à 3 têtes avec des ailes aussi, qui est en or, qui va être... pour le coup, vous allez le découvrir bientôt, parce que les Américains qui font leur saga à eux, qui s'appelle la saga Legendary, donc ils ont installé King Kong et Godzilla dans la même saga. Et le prochain film avec Godzilla, va y avoir Ghidorah avec, et va y avoir Mothra aussi, donc vous allez voir et le papillon, et le dragon à 3 têtes. Donc on verra les designs qu'ils ont choisis. Ça arrive et en plus, il y aura King Kong, il y aura l'affrontement King Kong Godzilla, il y aura le best, il y aura l'explosion, ça va exploser de partout, ça sera la destruction. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas une nouveauté, parce qu'en fait, King Kong était déjà apparu dans l'univers de Godzilla dans les années 60 ou 50 d'ailleurs, je ne sais plus. Non, 50. On en reparlera d'ici. Petit tour de table, Valentin, est-ce que tu as vu au moins un film de Godzilla, et est-ce que tu connaissais ce personnage? Alors oui, j'ai quand même vu un Godzilla, malgré le fait que ce soit pas les tout premiers, donc en 54 et toutes ces années-là, j'ai quand même vu du Godzilla. Lequel du coup? Alors là, lequel honnêtement, j'en ai vu un, ça je suis sûr, mais ça fait un moment. Est-ce que c'était un japonais? Vu la patte, ça me faisait penser à du japonais par rapport à la réalisation. Après, peut-être que je me trompe. Ils sont très difficiles à trouver. Après, comme tu as dit, j'ai 2 chances sur 29, enfin sur 31 de tomber sur de l'américain, quoi. C'est ça que t'as... Ouais, mais le truc, c'est que du coup, on a eu quasiment que les Américains. Le seul Godzilla qu'on a, on a 2 Godzilla qui sont sortis en DVD chez nous. C'est le premier, du coup, qui est chez Metropolitan, et Final Wars, qui est sorti chez je sais plus qui est du coup le dernier de la saga de l'ère Millennium, parce que la saga Godzilla est divisée en 3 ères. Donc il y a l'ère Showa, l'ère Heisei et l'ère Millennium, qui du coup ça divise. Showa, c'est de 50 à 84. Ensuite, on a de 84 à 99. Et ensuite, on a de 2000 à 2004. Ah, alors c'est toujours très différent. Je viens de trouver la pochette parce que je me disais quelque chose. C'est un américain en fait que j'ai vu celui-là de 1998. Ah, c'est celui de Roland Emmerich. Excellent. Celui avec Jean Reno. Des bonnes barres, celui-là. Celui où les Français pas trop les méchants. C'est ça. Ou d'ailleurs, les essais nucléaires étaient faits par les Français en fait, parce que du coup, ça dédouanait les Américains sur le fait qu'ils faisaient des essais nucléaires. Ils avaient utilisé ceux de Mururoa. C'est intéressant. Ils nous rejetaient la faute sur nous en fait, c'est ça. Ils étaient en mode on n'a rien fait, c'est les Français. C'est à cause d'eux. Dans le film, c'est nous les méchants. Ouais, c'est ça. Dans le film, c'est pas vraiment nous les méchants, mais ouais, effectivement. Et techniquement, ouais. C'est nous les méchants. C'était nous les responsables de Godzilla. Ouais.
nous qui crée le monstre. D'ailleurs, un film qui est tellement honteux pour les Japonais qu'ils ont refusé, qui s'appelle Godzilla et qu'ils l'ont appelé juste Zilla en fait comme bestiole. Ils ont supprimé le statut de dieu dans le titre, ce qui fait quand il apparaît dans le film de 2004, Final Wars, qui est un AV absolu. Le monstre est en CGI dégueulasse, comme dans le film américain, se fait rect en, je pense, 45 secondes, montre en main. Il se prend un coup de queue de Godzilla, il se fait éjecter sur l'opéra de Sydney et il explose. Ouais. On va éviter de parler de ce film, parce qu'il n'existe pas. Ouais, non, enfin, cela dit, il est très drôle, c'est un nanar, c'est un très bon nanar. D'ailleurs, il y a beaucoup de nanars dans la saga de Godzilla. Si on prend un film, moi je pense. Il y a des très bons films. Il y a des très bons films, mais il y a aussi des très mauvais films qui sont vraiment imbitables, qui sont vraiment nuls à chier. Donc, ouais, c'est très inconstant. Et puis après, c'est tout le reflet d'une époque. C'est-à-dire que le premier est incroyable parce que, évidemment, c'est un film super sérieux avec des acteurs absolument géniaux qui jouent avec tout le sérieux du monde, d'ailleurs. Parce qu'en fait, alors, tout à fait, critique sociale de l'époque, du système, même le côté la nature qui reprend ses droits et puis fable écologique dans la démarche. Tout à fait, c'est pas une fable écologique, mais effectivement c'était quelque chose de très virulent en fait vis-à-vis de l'évolution de ce Japon moderne qui s'est occidentalisé en fait après le passage des Américains. C'est une critique de tout ça, de passer d'après. Tout à fait, exactement. Et on perd un peu ce côté-là avec la suite, parce qu'après c'est juste Godzilla arrive, Godzilla détruit des trucs, un autre monstre arrive, Godzilla lui pète la gueule, Godzilla retourne. Mais justement, avant que je parle du film de 2014, j'aimerais bien avoir l'avis de Romain sur Godzilla. Alors Godzilla, je connais, je suppose que je suis censé connaître de toute façon, c'est le cas, je connais. J'en ai vu qu'un seul, enfin j'ai vu des séquences traîner sur le net, donc j'ai vu des séquences du premier, du deuxième un peu aussi je crois, et puis j'ai vu la séquence avec Ghidorah, le dragon à 3 têtes là. Ouais. En entier j'en ai vu qu'un seul, le nanar des Américains là, de 2014, parce que j'avais du temps à perdre et que c'est ce qui passait à ce moment-là. Le Gareth Edwards, ouais, tout à fait. Il était pas exceptionnel. Après je suis pas un grand film de monstres, enfin de films de kaiju, donc je suis pas un grand fanat comme on dit. Mais ce qui m'intéresse le plus, surtout dans le premier, là, presque vous dites, et un peu aussi dans les suivants, mais un peu dans celui de 2014 aussi d'ailleurs, c'est la façon, c'est moins le côté Godzilla, monstre, etc., que la façon dont les gens, enfin dont les institutions traitent le problème, et se révèlent en fait incapables de traiter le problème. Du coup, il faut absolument que tu vois le dernier, donc Shin Godzilla de 2016, qui est vraiment une critique à charge contre le système japonais qui, pour le coup, en fait, traite du même problème que le premier, mais ne parle pas techniquement d'essais nucléaires, mais parle plutôt des problèmes liés au nucléaire au Japon en ce moment. Et du coup, voilà. Donc le tsunami, tout le traumatisme autour du tsunami, en fait. Et des problèmes de la centrale de Fukushima, quoi. Ouais. Et puis éventuellement, tu as Anno derrière, donc... Et il y a Anno derrière, donc la réalisation est assez incroyable et le film est fait avec tout le sérieux du monde. C'est très loin des trucs nanardisants de Final Wars, quoi. Ouais, et justement, je voudrais parler du film donc, de 2014 parce que c'est le dernier que j'ai vu. J'ai juste vu des extraits de celui de 2016 où pour moi, celui de 2014, donc avec l'acteur qui jouait le père de Malcolm, j'ai oublié son prénom. Non, et celui qui fait un caméo, ouais, tout à fait. Ouais, qui fait un très beau caméo où je me souviens qu'on m'avait vendu le film comme quoi, ouais, l'acteur de Malcolm, il apparaît dans le film. Oh, génial. Ouais, comme Juliette Binoche qui parle au bout de 10 minutes. Il a duré 10 minutes, le gars. Et franchement, comme sa femme, en fait, Juliette Binoche, qui est là pour prendre son chèque, quoi. C'est ça. C'est Mais voilà. C'est mal de voir Juliette Binoche là-dedans. Franchement, au début, je me disais, ça démarrait super bien, c'était vachement intéressant, mais il y a juste 2 scènes qui étaient bien dans ce film. Donc la scène où tu le vois apparaître, Godzilla, et quand il marche, où tu vois, donc on est vraiment à l'échelle humaine et on voit cette hauteur de cette créature, on se sent vraiment petit.
ce que j'ai pas aimé dans ce film, franchement, niveau effets spéciaux, on va y repasser parce que pour 2014, on a fait des films avec beaucoup moins de budget et des effets spéciaux bien mieux réalisés, je trouve. Ouais, je suis d'accord. 1954. Après, moi, j'aime beaucoup les Kaiju Eiga, donc oui, dès que c'est pas des costumes et des maquettes, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est que tu as quand même, voilà, tu as dit tout à l'heure, maintenant Godzilla, il arrive, il détruit des villes, il y a un deuxième Kaiju, tu sais pas ce qu'il fout là, mais il est là, il arrive, t'as Godzilla qui protège la ville, et Godzilla s'enfuit en mode, vous oubliez ce que je viens de faire, j'ai tué toute votre famille, mais c'est pas, je vous ai sauvé, mais j'ai tué ta famille. Voilà. Il n'a pas sauvé volontairement. Il n'a pas sauvé volontairement. Il n'a pas sauvé volontairement, c'est sûr. Ça a évolué un peu parce que vraiment, le Godzilla du début, c'est vraiment un monstre, quoi. C'est-à-dire que c'est une créature qui réfléchit pas vraiment, qui écrase volontairement les gens et tout. Et quand il les voit, il marche dessus, il détruit des villes, il crache du feu, enfin bref, il crache du laser plutôt. Mais bien puissant plus d'ailleurs. Ça avance, plus le souffle atomique, c'est assez dingue. Puis les premiers effets spéciaux étaient assez bizarres parce que du coup, pour rendre en noir et blanc, ça ressemble plus au jet d'un extincteur. C'est ça. Et quand il détruit les choses avec le souffle atomique, ça fait du feu, mais ça fait plus sombre. C'était d'ailleurs ça dans le film de 2014 où il fait donc le souffle subatomique. Tu le sens arriver, t'as la musique qui change, tu sens que ça, il va te balancer un truc, tu vois. Oui. Et en mode, je te crache de la buée, quoi. Tiens, buée. C'est ça, c'est ça la scène du souffle atomique de 2014, qui était sympa, c'est celle quand il tue le mouton en lui crachant dans la bouche. Oui, voilà. Mais voilà, c'est ça ton laser que t'attends. T'as la musique qui change. Tu te dis putain, ça va être badass. Et tu vois juste à la limite un gars qui fait. Tu vois, je fais. Putain, c'est ça le Godzilla qui doit faire peur. Bah merde alors. Pour le coup, tu seras choqué par celui de Hano parce que son souffle atomique, déjà, il est violet. Et quand il détruit des choses, ça va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Mais je peux pas en dire plus parce que ça vraiment. Je regarderai. C'est dommage. C'est très dommage de dévoiler l'un. Ah ouais, non, parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire là-dessus. Écoute, je regarderai avec un grand plaisir. Il est 21h15, Valentin. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Est-ce que, entre-temps voilà, tu vois, j'étais observé, mais non, il n'a pas eu. D'accord, bon, c'est pas grave. De toute façon, il y aura la rediffusion, donc on aura des commentaires pour la rediffusion. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. J'aimerais bien donc parler d'un grand événement qui a eu lieu au Japon, qui a fait énormément de débats, qui a fait grand bruit. C'est le mariage de Marilyn Monroe. Tom, je te laisse mettre de ce mariage. Je crois que c'est coupé. Est-ce que j'ai un peu coupé? Ouais, vite fait. Un tout petit peu. Donc, Tom, je te laisse mettre la vidéo du mariage. Ouais, ça va durer même pas une minute. Vas-y, mets-la. When a well-known honeymoon couple arrives at Tokyo Airport, a throng of 4,000 baseball and movie fans surge out of control, break through police lines. Joe DiMaggio and his bride smile bravely at their greeters, but they don't dare move. So back into the plane they go, while police clear a path to the cargo hatch with DiMaggio's convertible. The stratagem works. The former Yankee slugger and his picture bride escape into the car and head for the safety of their hotel. But their troubles aren't over. Next day comes a press conference where the public was barred, but the photographers and reporters more than made up for that. Their questions were rough, ranging from the risque to the ridiculous. And Joe, he's the forgotten man, which is something in Japan where baseball is so popular. Honey, never underestimate the power of you-know-who. But enough's enough. His patience is exhausted, and Joe said... Donc, ce mariage, oui, de Marilyn Monroe, oui, Romain, petit échec, ni vu des commentaires, mais c'est pas grave, il y aura la rediffusion, ne t'en fais pas. Donc, ce mariage de Marilyn Monroe, pourquoi est-ce que j'en parle? Déjà parce que ça fait grand bruit à l'époque du Japon, parce que Marilyn Monroe, c'est quand même la star internationale qui vient, elle arrive, ça fait de suite du grand bruit, et le fait qu'elle décide de se marier au Japon, Amérique, Japon, encore une fois, en pleine naissance de cette amitié
japonais-américains, enfin américano-japonais. C'est vraiment, ça fait vraiment énormément de bruit. Mais ce qui était surtout impressionnant avec ce mariage, c'est que le commerce, le tourisme et surtout le tourisme international pour le Japon a fait exploser justement les chiffres d'affaires des entreprises. Ce mariage a été retranscrit dans le monde entier. En France, on le voyait. En Japon, donc en Amérique, on l'a vu. Au Japon, bien sûr, c'était effervescence. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et des quelques extraits que vous avez pu voir, on voit vraiment l'engouement de ces Japonais qui touchent la célébrité actuelle. La femme parfaite, si je puis dire, elle représentait vraiment la femme. Et vous, donc petit tour de table, que pensez-vous donc de ce mariage que pensez-vous de cette ampleur médiatique de ce mariage? Et je vais commencer par Romain. Alors moi, j'étais au courant, notamment parce que ça fait 3 semaines que t'en parles, donc j'ai intérêt à être au courant. Tu remarqueras que je te lis. Oui. Voilà. je prends note. Après, honnêtement, je vais être franc, donc cruel. Personnellement, je m'en fous. Marilyn Monroe, enfin, je la connais de nom, j'ai intérêt. Mais Marilyn Monroe, je m'en fiche un peu. Moi, je suis plus au niveau histoire, je suis quand même très axé défense, politique, sécurité. Marilyn Monroe, elle a envahi personne, elle a tué personne. Enfin bon, c'est pas que tuer des gens n'est pas une bonne idée. Mais elle n'a pas fait la guerre, elle n'a pas balancé de bombes, elle n'a pas vraiment changé le monde, du moins du côté défense politique. Donc, elle m'intéresse pas beaucoup, Marilyn Monroe, en tant que telle. Ça peut être intéressant si ça avait eu des changements sociaux et même politiques au Japon, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas, non. Donc voilà, ça m'intéresse pas vraiment, Marilyn Monroe au Japon. Comme je l'ai dit, ce mariage a permis à un essor touristique, à une évolution du tourisme au Japon et notamment un accroissement du chiffre d'affaires, de l'économie japonaise. Toi, Valentin, que penses-tu de ce mariage? De toute manière, Marilyn Monroe, c'est une icône. Tout le monde connaît au moins de nom. Après, Après, je pense que le mariage, il a été beaucoup médiatisé. Parce que, oui, voilà, c'est peut-être pour ça aussi. C'est juste pour montrer que les Américains ont fait arrêter, ont stoppé la guerre avec le Japon et que le Japon est devenu pacifique et que on peut y aller, quoi. C'est sécurisé, machin. Je pense que c'était surtout pour ça, ce mariage. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour les Américains d'essayer de rentrer un peu dans les bonnes grâces des Japonais? Parce qu'en 1954, les Japonais sont quand même très anti-américains à ce moment-là. Oui, forcément. Beaucoup sont encore anti-américains. La majorité. La majorité, je reviens au live donc, de 53. Comme tu disais parfaitement, Romain, tu as ceux qui justement détestent les Américains et qui comprennent qu'ils ont fait du mal, et d'autres justement qui veulent progresser, qui veulent voir cette évolution. Le truc qui est intéressant d'ailleurs à l'époque, c'est que ça s'inverse, c'est-à-dire qu'à la base, c'est plutôt les conservateurs qui sont anti-américains, parce qu'il faut préserver les traditions. Et ensuite, ça va évoluer parce qu'ils vont plus être proches des Américains pour des questions d'alliance pratiques, alors qu'inversement, la gauche, qui était plutôt favorable pour le libéralisme apporté par les Américains, enfin politique, se retourne contre les Américains par anti-impérialisme. C'est le prisme marxiste communiste là. Mais c'est vrai qu'au Japon à l'époque, il y a quand même pas mal d'anti-américanisme. Ça change de bord en quelque sorte, mais ça reste assez prégnant. Très bien. Toi, Damien, que penses-tu de ce mariage? Mais par contre, qui est-ce qui a envahi Marilyn Monroe du coup, parce qu'on n'a pas son nom là? Qui a envahi Marilyn Monroe? Son mari, je sais plus le nom de son mari. Qui a fait un cheval de Troie dans Marilyn Monroe? Ça. C'est Joey DiMaggio, non? Oui, Joey DiMaggio, c'est ça. Merci Google. Merci Google est ton ami. J'avoue totalement. Après, comme disaient les inconnus, ce qui s'est passé, ça ne nous regarde pas. Donc, on aimerait bien découvrir. Pourquoi ça a été autant médiatisé? Parce que c'était la première apparition.
Est-ce que parce qu'il y a eu une démocratisation de la télévision à l'époque ou parce que c'était Marilyn Monroe qui était une icône au Japon? Alors déjà, en fait, tout ce que tu dis, c'est quasiment vrai. La télé venait à peine d'arriver. Marilyn Monroe, star internationale, qui donc décide de se marier au Japon. Il faut se dire quand même qu'il y a une infime partie politique pour préserver justement cette alliance, cette amitié entre les Japonais et les Américains. Pourquoi est-ce qu'elle irait se marier au Japon? Voilà, c'était pour dire que Marilyn Monroe, la star parfaite, américaine, donc parfaite, va au Japon pour présenter, donc pour prouver que l'amitié franco-américaine. Pourquoi je dis franco, moi, japonaise, américaine. Et cet engouement qu'il y a eu encore une fois. Alors, il peut choisir tous les pays du monde, la France, l'Amérique, tous les autres pays, mais elle a préféré le Japon, donc justement pour cette partie politique. J'aime bien, entre parenthèses, politique. Mais comme dit Romain, elle n'a pas sauvé le monde, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait grand-chose, elle s'est juste mariée. Elle était juste comme... Voilà, elle était juste reconnue. Ouais, elle était reconnue en étant sur une plaque où tu voyais sa culotte en mode « Ah, pardon, excusez-moi, voilà, c'est bon. Allez, nique ta mère. » Donc... La vraie question, c'est est-ce qu'elle est au Japon parce que ça lui plaisait ou parce qu'on lui a dit va au Japon, c'est dans notre intérêt à tous? Bah justement, je pense que c'est dans la réponse B pour moi. Si on part dans un esprit politique, c'est la réponse B. Après, je sais pas. Je pense qu'elle a dû acquiescer aussi parce que c'était. Enfin, pour le peu que je sache, c'était quand même une forte tête, Marilyn Monroe. Hein, donc, oui, voilà. Ouais, il me semble bien que c'est une tête brûlée, oui. Ah donc, on lui a dû demander, elle a dû dire oui. Elle a dû participer, mais c'est possible qu'on lui ait demandé. Après, on ne saura jamais vraiment. Bah après, honnêtement, si je peux dire quelque chose, je pense vas-y. Ils lui ont demandé, parce que sachant que les tensions avec l'URSS à l'époque, la Chine qui était alliée à l'URSS, les Américains avaient tout intérêt à se, entre guillemets, à se raccommoder avec les Japonais. Pour pouvoir avoir des bases d'opération assez proches de... Je pense que forcément, avec un petit billet sous le bureau, on lui a demandé. Au moins, on lui a demandé. Elle est plus passée sous le bureau pour récupérer le billet. Après, je dis ça, je dis rien. De toute façon, c'est une blonde. Ah, j'ai insulté les blondes, pardon, excusez-moi. Demain, je vais avoir des insultes en mode ouais, d'où tu critiques les blondes, tatati, patata. Bref. J'ai pas demandé à Florian. Florian, que penses-tu de ce mariage? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que j'ai le droit de dire tu t'en fous? Ah, je crois que c'était unanime pour tout le monde. Moi, je l'ai dit. Hein. Unanime. Tout le monde. Damien l'a dit, on l'a tous dit. Non, je l'ai pas dit, moi. Ah, toi, tu l'as pas dit, ouais. J'ai toujours été plus Grace Kelly que Marilyn, donc... Je comprends. Mais en effet, voilà, il faut dire qu'il y avait une certaine partie politique derrière tout ça. Ça fait beaucoup de bruit. C'était un mariage. Bon, écoute, il est trop vieux pour trouver vraiment des documents pour attester ce mariage. Ce qui était bien, ce qui était pas bien, je sais pas. Quand même, c'est une icône. L'aspect, elle a eu le droit au bonheur, bah peut-être. Est-ce qu'elle s'est faite déglinguer durant sa nuit de noces? Encore peut-être. On ne sait pas, on ne saura jamais, mais ça ne nous regarde pas. Elle s'est fait casser les hanches. Elle s'est fait détruire. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, il est bientôt 21h30. Ça va faire à peu près 1h15 qu'on fait le live. Encore une fois, y a-t-il eu d'autres commentaires, Valentin? Non. Non. Ah, dommage. Mais c'est pas grave. Il y aura durant la rediff. Ne nous en faites pas. Avant de se quitter, j'aimerais bien faire une petite présentation une petite publicité pour notre cher invité Damien, car si je dis pas de bêtises, tu es rédacteur entre guillemets sur la page Otaku, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est tout à fait vrai, effectivement. Vas-y, présente cette page. Ah, bah, Otaku, c'est un webzine qui parle d'animation japonaise en fait. Du coup, j'écris dessus régulièrement, je poste des interviews que j'ai faites, des trucs du genre. C'est plutôt sympa. Après, c'est pas forcément de la news au jour le jour. C'est plutôt des articles un peu longs. Alors, soit c'est de la critique, soit c'est de la chronique. Mais je pense que ça peut valoir le coup s'il y en a que ça intéresse. J'en ai sorti un récemment sur les dernières séries de la saison qui valaient le coup des vues. D'accord. Ceux qui savent pas quoi regarder, hein, voilà. Bah, vite fait. Vas-y, Valentin. Je dis, je veux le lien. On enverra ça. Là, petite HS, vas-y, pour toi, les animés de la saison.
Le meilleur animé de la saison sera clairement l'Art des Cristaux. Je comprends. Suivi de très près par, je pense, Ishiki et Maotsukai no Yome. Ancient Magus Bride. Ouais, j'ai les mangas, j'adore l'animé et vraiment ce sont des animés à suivre. Écoutez, on va pas tarder à se quitter. Je tiens quand même à vous remercier vous tous d'avoir participé. Florian, d'être revenu un peu comme pour Valentin au dernier moment, vous n'étiez pas du tout prévu. Et bon, vous avez répondu présent, on a dû faire en sorte que merci à vous d'avoir répondu. Je suis désolé pour la rubrique pauvre, il aurait fallu me prévenir avant, j'aurais travaillé mon truc. Mais la prochaine fois, ça sera mieux, ne t'en fais pas. Merci encore à toi, Damien, d'avoir participé. J'espère que tu t'es bien amusé avec nous, que ça t'a plu. Ah, il a quitté. Il est mort. Il est mort. Non. Bon, je pense qu'il nous dit quand même au revoir. Donc, merci à toi, Florian, d'avoir participé. Encore une fois, j'espère que ça t'a plu. Oui, bon. Dire des conneries. Toujours. Je tiens quand même encore à remercier Romain encore de ta petite introduction. Ça fait toujours plaisir de voir. C'est toujours excellent. Merci à toi. Merci à toi, Valentin, d'avoir participé encore une fois au dernier moment. Je t'ai appelé tout à l'heure en mode est-ce que tu veux venir? Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'il faudrait prévenir un petit peu plus tôt la prochaine fois. Mais bon, j'avais tellement prévu tout à l'avant, j'avais tout prévu et que je savais que tout le monde allait, mes invités à part Florian, donc venaient, et finalement aucun n'est venu. Je suis écoute, c'est ma solution de dernier recours, ma route de secours. Mais ça fait toujours plaisir de t'avoir. Ma petite route de secours. En gros, ça veut dire qu'on sert de secours, nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, maintenant, ça va changer. Vous verrez maintenant beaucoup plus souvent Valentin dans les chroniques, donc dans les voyages dans le temps, car il est devenu chroniqueur avec nous. Donc, c'est plus une roue de secours, c'est devenu une véritable roue maintenant. Tu vois, tu évolues, mon ami. Comme les Pokémon. Fais gaffe à la Pokéball. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, vite fait, petit aparté pour ceux qui jouent encore à Pokémon Go, il y a l'événement Halloween qui commence dès maintenant. Là, dans 4 minutes, normalement, il doit commencer. Et je pense que je vais me faire un petit tour. Fais gaffe à pas me croiser parce que j'ai juré d'abattre ceux qui y jouaient. Non, peut-être pas quand même. Mais... Écoute, tu habites à Paris, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça va, je suis sur tout le monde. Ouf, on n'est pas prêt de se croiser. C'est pas très loin, ça paraît. Pardon ? T'as dit quoi, Florian ? J'ai dit, c'est pas trop loin, remarque, en TGV, t'y es vite, hein. Ouais. Pouf, un roman sauvage apparaît. Mais avant de se quitter, quand même, gros merci à toi, Tom, toujours. T'es toujours là, la régie qui part jamais. Ouais, merci. Bon, merci à toi, toujours au poil, tu gères parfaitement. N'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne KO Vidéo. La semaine, donc dans 2 semaines, ça sera un live spécial, donc Voyage dans le temps 1955. Il y a encore pas mal de choses à dire. La semaine prochaine, et on aura sûrement vidéo du Riles, qui est un YouTuber très reconnu, qui fait beaucoup de critiques manga. J'espère l'avoir. Je vous dis pas sûr à 100%, mais c'est prévu. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Jap Culture. C'est un groupe où on parle beaucoup de mangas, de vieux mangas, enfin, de l'origine du manga. Et ma phrase fétiche, sur Jap Culture, on partage, on découvre et on s'amuse. Merci à vous d'avoir suivi ce live et d'avoir regardé cette rediffusion. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bernard.